Salam alaikum. Alors, je vous souhaite une bonne journée. C'est ma première vidéo de la playlist Travaux pratiques Signaux sous MATLAB. 11 programmes code MATLAB. Je rappelle les playlists de ma chaîne. Donc là, vous avez exercice électromagnétisme, playlist exercice électricité, transmission de l'information, exercice traitement du signal, traitement du signal court. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 playlists pour le moment. Alors, la playlist traitement de signal, il y a 8 vidéos, il y a des cours en traitement de signal, signaux périodiques, transitoires, échantillonnage, filtrage, signaux aléatoires, etc. La deuxième playlist, exercice en traitement de signal, transformation Fourier, échantillonnage, filtrage numérique. Playlist transmission de l'information, donc c'est des cours, transmission d'information, capacité d'un canal, codage de ligne, modulation numérique 1, modulation numérique 2, modulation analogique. Playlist exercice en électricité, loi de Coulomb, densité de charge électrique, théorème de Gauss, magnétostatique, électrocinétique, Kirchhoff, Thévenin, etc. Playlist et exercice en électromagnétisme, donc 3 vidéos, des exercices, les ondes électromagnétiques, les diélectriques, électromagnétisme, équation de Maxwell. Alors, dans la présente vidéo, TP sous MATLAB, alors, 1, MATLAB à propos. Deuxièmement, je vais parler de génération d'un signal. 3, redressement d'une tension. 4, approximation d'un signal périodique. 5, échantillonnage d'une sinusoïde. 6, effet de la période d'échantillonnage. 7, convertisseur analogique numérique, numérique analogique. 8, transformée de Fourier discrète ou analyse par transformée de Fourier discrète. 9, les limites de l'analyse par TFD. 10, corrélation entre signaux. Dernier code, dernier programme, filtrage d'un signal bruité. Alors, à propos de MATLAB, donc c'est un logiciel très connu. Un programme MATLAB porte l'extension .m, exemple filtrage.m. Donc on édite les commandes et on les met dans un fichier qui s'appelle filtrage.m. Et pour l'exécution, on tape filtrage. Donc MATLAB, lorsque vous lancez ce logiciel, apparition de cette fenêtre. Donc en haut, il y a la barre d'édition, exécution, création de fichiers, sauvegarde, etc. Et là, vous avez une fenêtre de commande. On peut entrer les commandes directement. Par exemple, je mets 1 plus 1, il me répond de exécution, donc sinus de pi, il me répond 0. Donc on peut directement entrer les commandes sans faire de programme. Donc si j'ai un programme édité filtrage.m, pour l'exécuter, je peux taper dans la fenêtre de commande filtrage et il y a exécution du code contenu dans le fichier filtrage.m. Alors commençons par le programme 1, génération et affichage d'un signal. Générer et afficher une sinusoïde et une cosinusoïde, c'est-à-dire une sinusoïde décalée de pi sur 2.
Donc là, en vert, hein, c'est des commentaires, pourcentage. Donc fichier prog1.m, génération du sinusoïde. TE égale 0,001, c'est le pas d'échantillonnage. Donc c'est la durée qui sépare deux échantillons successifs. Le vecteur temps, ou bien l'axe du temps, t égale 0 jusqu'à 4π. Donc deux périodes avec un pas TE. X égale sinus t. Donc là, vous remarquez que MATLAB utilise la syntaxe vectorielle. X est un vecteur et t aussi est un vecteur, ligne. Donc on écrit directement x, le vecteur x, égale sinus, la fonction connue, du vecteur t. Ça veut dire x1 égale sinus de t1, etc. Donc c'est le signal. Y égale cos t. Affichage des signaux. Alors là, c'est plot. Il y a plusieurs façons. Plot t, virgule x, ça veut dire tracer x en fonction du temps t. Donc R veut dire en rouge, red. Et sur la même figure, tracer aussi y en fonction du temps avec la couleur G, c'est-à-dire green. Grid on, ça veut dire tracer aussi le quadrillage de la figure. Title, ça veut dire mettez un titre sur la figure. Donc sinus en rouge, cosinus en vert. X label, ça veut dire l'axe du temps, écrire temps en secondes. Et verticalement, l'axe des Y, écrire tension en volts. Alors l'exécution, puisque j'ai sauvegardé mon code dans le fichier prog1.m, donc je tape prog1. Voilà le résultat de l'exécution du code. Donc tracé de sinus en rouge, cosinus en vert. Alors programme 2, redressement d'une tension sinusoïdale. Générer et afficher une sinusoïde redressée, calculer sa moyenne temporelle et sa puissance moyenne. Donc fichier, je mets le code dans le fichier prog2.m. Alors la fréquence de la tension redressée égale 50. C'est le double de la fréquence de la sinusoïde. Donc si la sinusoïde a une fréquence 25, lorsqu'on la redresse, la fréquence est double. Alors A égale 220, valeur efficace de la tension. TE, pas d'échantillonnage, c'est 0,0001. Le nombre de points égale 256, donc 256 échantillons. Donc le vecteur temps, t égale 0 TE, n-1 étoile TE. Étoile, donc c'est multiplication. Alors x égale à racine de 2, module de sinus de pi grand F t. Donc abs, c'est valeur absolue. Donc le signal. Donc remarquez qu'il aura comme fréquence f égale 100, puisque c'est le double. Alors la moyenne du signal, il y a la fonction mean de x. Donc m égale mean de x, donne directement la moyenne du signal x. P égale mean de x au carré. Ça veut dire la somme des xi au carré divisé par grand N, le nombre de points. Puissance du signal. La valeur moyenne du carré. Et puis, on trace x en fonction du temps.
les étiquettes, temps, tension redressée, et on exécute. Prog 2, donc il m'affiche la moyenne. Donc pourquoi il m'affiche? Parce que je n'ai pas mis point virgule. Quand vous mettez une commande dans un programme et vous ne mettez pas point virgule, il affiche sur l'écran des commandes. Donc moyenne égale 200 à peu près. La puissance égale 4,910 à la puissance 4. Et puis il me trace la tension redressée. Sinusoïde redressée. Alors, programme 3 est fait de la période d'échantillonnage sur un signal. Donc, vous connaissez le théorème d'échantillonnage. Un bon échantillonnage, il respecte le théorème d'échantillonnage, c'est-à-dire la fréquence d'échantillonnage supérieure ou égale à 2 fois f max, la fréquence maximale du spectre du signal analogique. Donc, générer à afficher 4 sinusoïdes sous-échantillonnés. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas le théorème d'échantillonnage. Et sur-échantillonnés, c'est-à-dire qui respectent largement le théorème d'échantillonnage. Donc FE largement supérieur à 2 F max. Alors ça, programme 3. Clear all, donc j'efface toutes les variables se trouvant dans la mémoire. Et je vais créer une function, donc fonction, puisque je vais afficher plusieurs courbes. Je vais créer une fonction que je vais appeler 4 fois. Donc function, sample, ça veut dire échantillonner, paramétré par la période du signal et la fréquence d'échantillonnage choisie. Donc Fmax, c'est 1 sur T, c'est-à-dire la fréquence de la sinusoïde. Période d'échantillonnage, c'est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. Le vecteur temps, donc je choisis 2 périodes, 0 jusqu'à 2T. Et puis là, j'ai mon signal échantillonné, x égale sinus de pi Fmax fois T, le signal échantillonné. Plot Tx, donc tracer x en fonction du temps. Je mets end, donc ça c'est fin de la fonction. Donc je reviens à mon programme, t égale 2 pi, période du signal sinusoïdal, Fmax égale 1 sur t, subplot 221, ça veut dire, donc 221, 2, 2, 1, ça veut dire diviser l'écran par 4, horizontalement 2 et verticalement 2. Donc on peut afficher 4 figures. Donc 2, 2. Donc première position, donc c'est 1. Je mets le signal échantillonné avec une fréquence FE égale 20 fois Fmax. Donc sur-échantillonné. Respecte le théorème d'échantillonnage. Je trace dans le deuxième cadran, donc 2, 2, 2, le signal échantillonné avec FE égale 8 fois Fmax. Lui aussi respecte le théorème d'échantillonnage. Dans le troisième cadran de l'écran, je trace l'échantillonnage avec FE égale 1,8 Fmax. Donc c'est T, 1,8 Fmax. Donc sous-échantillonné. Subplot 2, 2, 4. Donc dernière figure. Sample T 3 fois Fmax. Donc je choisis FE égale 3 fois Fmax. Donc j'ai utilisé 4 fois la fonction simple pour éviter de répéter à chaque fois. Alors, exécution prog 3 sur échantillonnage. Donc FE égale 20 Fmax et FE égale 8 Fmax. Donc là, on a FE supérieur ou égal à 2 Fmax.
Donc on a des sinusoïdes à peu près corrects. Surtout pour 20 Fmax, c'est bon. 8 Fmax, c'est un peu pas du tout lissé. Alors, sous échantillonnage, si on prend 1,8 Fmax, c'est strictement inférieur à 2 Fmax, alors là, ça n'a rien à voir avec une sinusoïde. Et même FE égale 3 fois Fmax, qui respecte le théorème d'échantillonnage, c'est plutôt triangulaire. Donc ça veut dire que il faut choisir FE largement supérieur à 2 Fmax. Donc FE supérieur ou égal à 2 Fmax, c'est théorique. Mais en pratique, il faut s'éloigner de 2 Fmax. Alors, programme 4, approximation d'un signal périodique. Vous savez qu'on peut décomposer en série de Fourier un signal périodique. Et au lieu de faire la somme jusqu'à l'infini, on peut faire la somme jusqu'à un n fini. Donc, par exemple, la sinusoïde redressée peut être décomposée en série de Fourier. Donc, c'est 2 sur pi moins 4 sur pi, somme de 1 sur 4 n2 moins 1 cos de nt. N supérieur ou égal à 1. Donc, au lieu de sommer de n à l'infini, on va sommer de n jusqu'à 1, puis jusqu'à 2, puis jusqu'à 3, puis jusqu'à 4, et on va comparer. Normalement, cette égalité envers signifie limite quand n tend vers l'infini de la somme égale module de sinus. Donc, calculer et afficher la somme en limitant la valeur de n à 1, puis 2, puis 3, puis 4. Donc, je mets ça dans Pro 4. Période de module de sinus, c'est t égale pi, puisque sinus a pour période 2 pi. Donc, son module aura pour période la moitié. F égale 1 sur t, fréquence de module de sinus. Fréquence d'échantillonnage, on prend 10 fois Fmax, donc 10 F. T égale 1 sur Fe. Et puis, l'axe du temps, t, 0 jusqu'à 3t. Donc, j'affiche 3 périodes. Approximation de x avec 4 termes. Donc là, je commence par x égale 2 sur pi, moins 4 sur 3 pi cos de t. Donc, n égale 1. Et je trace dans le premier cadran, donc 2, 2, 1, subplot 2, 2, 1. En rouge, je trace la somme pour n égale 1. Après, donc, je rajoute à x, le x de la ligne 8, je ne l'écrase pas. Je lui rajoute le deuxième terme avec jusqu'à n égale 2, moins 4 sur 15 pi, cos 4t. Et je trace dans le deuxième cadran, donc en noir. Donc K signifie black, couleur noire, R rouge. Puis, je rajoute le terme n égale 3, donc cos 6t. Et je trace dans le troisième cadran le résultat en bleu, B. X égale, donc je rajoute le terme cos 6t correspond à n égale 3. Pardon, 4, donc là c'est 8t. Cosinus 8t. Donc la ligne 14, x égale x moins 4 sur 63 fois pi cosinus 8t. Donc c'est juste une erreur de frappe. Mais soyez sûr, dans le code j'ai mis 8. Alors subplot 2 de 4. Donc M en couleur manguetta. Plot TX manguetta. Voilà. Exécution Pro 4. Donc 2 sur pi moins 4 sur pi, somme de k égale 1 jusqu'à n de 1 sur 4k2 moins 1 cos de kt. Donc n égale 1, je m'arrête. Donc la première somme, une sinusoïde à peu près.
Jusqu'à n égale 2, ça me donne ça. Jusqu'à n égale 3. Jusqu'à n égale 4. Donc même jusqu'à n égale 4, si vous regardez en bas de la courbe, ce n'est pas tout à fait 0. Donc ça veut dire qu'il faut aller encore plus loin et rajouter d'autres termes. C'est ce qu'on va voir dans le programme 5, synthèse d'une onde carrée. Donc la décomposition de Fourier d'une onde porte, une onde porte, ça veut dire carré, paire d'amplitude 1 et de période 2, et 1 demi plus somme de sinus cardinal n sur 2 cos n pi t, n impair supérieur ou égal à 1. Ça veut dire la somme de sinus cardinal n sur 2 cos n pi t pour n égale 1, 3, 5, etc. J'ai créé un fichier GIF qui montre la convergence de la somme vers l'onde carrée. Donc, c'est-à-dire là, vous avez votre onde carrée de période 2 secondes. D'accord? Donc, amplitude égale à 1. Entre moins 0,5 et 0,5. Et nul entre 0,5 et 1. Donc, ça, c'est l'onde carrée. Normalement, si on va jusqu'à n égale 30, on voit la courbe rouge, l'approximation. Alors, le code prog5, on va effacer la mémoire, clear all, et puis CLF, ça veut dire clear figure, effacer les figures précédentes. Alors, le temps, le vecteur temps, on va prendre entre moins 4 secondes et 4 secondes, avec un pas 0,01. Donc, j'ai pris le pas 0,01. Ici, on ne peut pas respecter le théorème d'échantillonnage. Pourquoi? Parce que Fmax n'existe pas. Il y a toujours des fréquences à l'infini dans un signal périodique. Donc on ne peut pas réaliser Fe supérieur ou égal à Fmax parce que Fmax est infini. Donc on choisit une fréquence d'échantillonnage un peu élevée et correcte. Alors S égale 0,5 plus 0,5 square pi t plus 0,5. Donc ça c'est la fonction square est fournie par MATLAB. C'est une onde carrée théorique fournie par MATLAB. Initialisation de la somme de Fourier. Donc x égale 0,5 once 1 length t. Donc on va mettre dans le signal x partout 0,5. Donc quel que soit i, x de i égale 0,5. Donc once, ça veut dire mettre des 1. Once 1, ça veut dire vecteur ligne. Le nombre de colonnes est length de t, ça veut dire longueur ou bien taille du vecteur t. Ça veut dire le nombre de points de t. Alors 6, la ligne 6, on met test égale true. Donc ça c'est variable logique qui va nous servir après. Donc la variable logique test est vraie. Initialisation. Donc pour n, for n égale 1 jusqu'à 101, donc je m'arrête à n égale 101. Bien sûr, en sautant des nombres pairs, c'est pour ça que je mets le pas égal à 2. For n égale 1 jusqu'à 101, avec un pas égal à 2, puisque pour les nombres pairs, sinus cardinal n sur 2 égale 0. Création de 50 images successives. Donc je vais créer des images. Ce sont les figures que je vais afficher, 50 figures. X égale x plus sinus cardinal n sur 2 cos n pi t. Donc la courbe n. Donc je trace la courbe n, plot tx en rouge. Moins haut signifie
que entre les points, il n'y a pas d'interpolation. Donc moins, il n'y a pas d'interpolation. Et le haut, de gros points rouges. Donc de gros points rouges avec des tirets entre les points. C'est ça la signification de moins OR. Et je trace en même temps le S. Ça veut dire l'onde théorique auquel converge la somme. Donc ça c'est la figure 1, figure N. Et j'écris Y label XT, X label T. Le titre, je mets title, N égale, c'est-à-dire ça correspond à la figure avec la somme jusqu'à N égale. Num de string, c'est-à-dire numéro de la chaîne petit n. Donc, il va m'écrire sur le titre de la courbe n égale la valeur de la variable petit n. Alors f égale getFrame, GCF, je récupère la figure n. Donc je mémorise la figure que je viens de tracer, je la mets dans grand F avec la fonction getFrame, GCF. Figure, F, figure. RGB, badmap égale frame to im. Donc frame, je la transforme en image. Donc la grande F, je la transforme en image. La figure devient une image. Conversion figure N vers image de type True Color. RGB, majuscule, veut dire True Color. Il y a plusieurs types d'images. Alors, int map égale RG2. RGB, tout. Donc tout veut dire vert. Int RGB 255. Conversion en couleur indexée. 255 couleurs. Alors si test, if test, donc on a mis dans la ligne 6, test égale true, vrai. Donc image 1, créer le fichier. Donc c'est la première image, premier passage, test est vrai. Donc il y a exécution de imwrite indmap mygif.gif, gif. Ça veut dire je vais mettre dans le fichier mygif.gif qui va être créé dans le répertoire où je travaille. Il va me mettre, il va écrire la première image, image 1. If test donc, et je mets test égale false. Ça veut dire c'est le premier passage et le dernier. Donc je mets test égale false. Alors else, c'est-à-dire si le test est faux, donc c'est le deuxième passage n égale 2, ajoute l'image n dans le fichier GIF. Donc imwrite indmap mygif, GIF, write mode, append, ça veut dire étendre. Donc il me met les images suivantes, n égale 2, 3, etc. jusqu'à 101. Voilà. Donc à chaque fois, j'ajoute l'image dans le fichier .gif. Il s'exécute. Voilà. Voilà, 21, 27, d'accord. Donc on peut ajouter l'option dans le code. Loop, ça veut dire il joue le GIF indéfiniment. Chose que j'ai pas mise dans le code. Voilà. Programme 6, conversion analogique numérique. Donc simuler un CAN N 6 bits, générer un signal positif échantillonné XA, quantifier XA avec un pas Q égale max XA sur 64, parce que 64 c'est 2 à la puissance N, 2 à la puissance 6, générer les bits représentant le signal quantifié. Donc je rappelle que signal analogique, pour le convertir, on le présente d'abord à l'entrée d'un échantillonneur, donc échantillonnage, puis après on le quantifie. Il y a un certain nombre de bits et un pas de quantification.
puis après on le code en binaire, et ça nous donne un train de bits. Donc les trois blocs qui constituent un CAN, convertisseur analogique numérique. Alors, PROG6 CAN. Donc TE, le CAN possède une période d'échantillonnage TE égale 0,01. Temps discret, donc c'est l'horloge du CAN, TE égale 0,01. Temps discret, donc 0 jusqu'à 2π, 2 périodes. Le signal analogique, c'est 10 sinus t plus 10. Donc il est échantillonné avec l'horloge de l'échantillonneur TE. Voilà donc XA. Échantillonné. Alors le pas de quantification, c'est max XA sur 64. Pas de quantification. Donc on a rajouté 10 à 10 sinus pour avoir un signal positif ou nul. Alors quantification, ronde XA sur Q. Donc on divise le signal par le pas de quantification et on prend la partie entière. Donc ronde, c'est la partie entière. Pardon. Ronde, c'est plutôt l'entier le plus proche. Donc c'est ça. Ronde et XA sur Q. For i égale 1 jusqu'à longueur de xq, donc length, le nombre de points de xq. Si xq i égale 64, on met en tronc, on met xq égale 63. Pourquoi cette instruction? Parce qu'on risque d'avoir xq égale 64. Et dans ce cas, puisque nous, on va numériser de 0 jusqu'à 63, on a déjà 64 valeurs. Donc si on garde 64, il va nous coder sur 7 bits. Entre 0 et 63, on a déjà consommé 6 bits. Donc si vous rajoutez 64, le nombre 64, vous serez obligé d'utiliser un 7e bit. Donc c'est pour ça que si on tombe sur un xq égal à 64, on le met à 63. Alors l'erreur de quantification, c'est module de q fois xq moins xa. La différence entre la valeur du signal échantillonné et q fois la valeur quantifiée. Erreur de quantification. On transforme le signal quantifié en octet ou byte, integer 8. Donc changement de type pour garder 8 bits max. Parce que MATLAB, avant l'instruction ou la ligne 10, pour lui xq est double, de type double. Là, on le force à être type integer 8. XB, donc ça va être le paquet de bits représentant les valeurs de xq. Donc xb égale décimale, te binaire. Donc transformer de décimale, tout, ça veut dire vers le binaire. Donc transformer les valeurs quantifiées de décimale vers binaire. Le nombre de bits, c'est la taille de xb, virgule 2. C'est le nombre de bits d'un paquet. Normalement, c'est 6. Et une bit, c'est 6. Conversion des paquets en une suite de bits. Donc là, on a un paquet de 6 bits. Et on va les convertir en un train de bits isolé. Donc for i égale 1 jusqu'à length de xa, donc la longueur du signal, on va traiter un caractère, c'est-à-dire un byte. For j égale 1 jusqu'à n bits, donc là jusqu'à 6, extraction des bits. S bit de n bit i-1 plus j égale double xb ij moins 48. Donc 48, c'est un rapport avec le code ASCII.
end, end de la boucle for, affichage. Subplot, donc premier cadran, le signal analogique en bleu. Deuxième cadran, signal quantifié en rouge. Troisième cadran, la suite des bits. J'ai mis stem au lieu de plot. Donc stem, il met uniquement les points. Donc il ne trace pas un segment d'interpolation entre les points. Stem. Plot, en fait, c'est une interpolation. Stem, il n'interpole pas. Donc S-bit de 21 jusqu'à 150. Ça veut dire, je n'affiche pas tous les bits. J'affiche uniquement S-bit 21 jusqu'à S-bit 150. Voilà. Quatrième cadran, j'affiche l'erreur de quantification. Donc, petit e. Exécution prog6, voilà le signal analogique en bleu. Le signal quantifié en rouge, donc vous remarquez les escaliers entre les points, entre les échantillons, il y a des escaliers. Et là, vous avez l'erreur de quantification. Elle est comprise entre 0 et 0,3. Donc c'est bon. Par rapport à un max de 20, c'est bon. La suite des bits, donc c'est des 0 et des 1 successifs. Voilà, la suite des bits. Donc on est parti d'un signal analogique, on a produit un train de bits. Alors là, vous avez échantillonnage. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je trace, plutôt j'affiche sur la fenêtre de commande de MATLAB les valeurs du signal analogique, donc XA. Quand je tape XA, il me donne les valeurs. Et je mets prime pour qu'il me trace XA sous forme de colonne. Donc prime veut dire transposer, parce que XA c'est un vecteur ligne. Donc prime c'est le vecteur colonne correspondant. Donc là j'ai les valeurs échantillonnées, je quantifie, ça me donne XQ, donc les valeurs quantifiées. Donc vous voyez là 10 correspond à 32. Donc pour s'assurer, vous multipliez par Q, donc vous voyez que 10 égale 32 fois Q. En code, donc X bit, donc le vecteur XB, voilà, vous voyez la suite des paquets 6 bits. La conversion numérique analogique, conversion inverse, bon, s'inspire de ce qu'on vient de faire. Il suffit de créer une fonction CNA à qui on lui donne S-bit, ça veut dire le train de bits, et on donne la taille de chaque paquet, c'est-à-dire le nombre de bits. Donc vous avez un train de bits qui arrive, et vous prenez les paquets, et vous les transformez en octets, puis en valeurs. Donc for k égale 1 jusqu'à length de s bits, avec un pas de n bits, en prenant de n bits, tous les échantillons. Bit égale s bit k jusqu'à k plus n bit moins 1, un échantillon. Donc ça c'est un échantillon. Le caractère correspondant, c'est car bit plus 48, conversion des bits en caractères. Alors, et après, le out, c'est round k sur n bit plus 1 égale binaire
tout décimal. Donc on transforme du binaire vers le décimal. C'est la fin, voilà. Donc c'est l'opération inverse. Donc vous avez signal original. Si vous entrez le train de bits, l'entrée du CNA, ça vous donne, sortie du CNA, une sinusoïde en escalier. Là, vous avez l'erreur de récupération entre moins 0,5 et 0,5. Programme 7, analyse spectrale de Fourier. Générer à afficher les transformations, la transformée Fourier discrète d'une sinusoïde et une sinusoïde redressée. Prog 7, spectre de Fourier d'une sinusoïde. Alors, on choisit f égale 50. On échantillonne avec 1000. Fe égale 1000. Te égale 1 sur Fe. N 256 points. Le vecteur temps. Alors, x égale 220 racine de 2 sinus de pi ft. On discrétise la fréquence. Donc, df égale la fréquence d'échantillonnage divisé par grand N. On a aussi grand N fréquence. On appelle ça aussi la résolution fréquentielle. C'est la distance fréquentielle entre deux fréquences discrètes voisines. Donc l'axe des fréquences est moins Fe sur 2 jusqu'à Fe sur 2 moins Df comporte grand N. Grand N, pardon, c'est pas grand N sur 2 fréquences, mais grand N fréquences discrètes. De moins Fe sur 2 jusqu'à Fe sur 2 moins Df. Donc là, le commentaire, remplacer n sur 2 fréquences par n fréquences. Alors, on calcule la transformée de Fourier discrète à l'aide de la fonction FFT de x. Donc c'est la fonction MATLAB qui calcule Fast Fourier Transform of x. Le FFT shift, ça veut dire centrer le spectre FFT de x. Donc le FFT de x donne le spectre entre 0 et la fréquence Fe. Lorsque vous mettez FFT shift, ça veut dire centrer ce spectre autour de 0. Donc il le translate pour le centrer autour de 0. On sait que le module de la transformée de Fourier discrète est pair et que l'argument est impair. Donc le module il doit être symétrique par rapport à l'axe vertical autour de 0. Alors on prend le module de x, xm égale module de la transformée, et on trace dans le premier cadran le signal x. Deuxième cadran, on trace le module du spectre. Là, on cherche la TFD de sinus redressé, y égale module de x, c'est-à-dire module de sinus. Y égale FFT shift, FFT de y divisé par n. Bon, la division par grand N, c'est... On peut ne pas la mettre, hein, c'est à une constante près, mais parce que MATLAB ne divise pas par grand N sa fonction FFT. Transformée de Fourier discrète. Ym égale abs y, module de la transformée. On trace dans le troisième cadran y, quatrième cadran, le spectre redressé. Alors, exécution prog 7. Voilà, sinus et son spectre. Donc, il y a deux pics aux deux fréquences, moins 50 Hz et 50 Hz, qui sont
50 Hz est la fréquence de la sinusoïde. Donc c'est pas loin du spectre théorique du sinusoïde. Sinus redressé, c'est périodique, donc de fréquence 100. Donc il y a plusieurs harmoniques. 100, 300, 200, 400, etc. Programme 8, spectre du signal porte. Générer un signal porte, calculer et afficher le module de son spectre. Prog 8, spectre de Fourier du signal porte, génération d'une impulsion porte de durée n sur 2. Donc TE égale 10 à la puissance moins 7. Ça veut dire que la fréquence d'échantillonnage sera égale à 10 à la puissance 7. FE égale 1 sur T1. On va choisir le temps entre moins 1 seconde et 1 seconde. Grand N est la longueur de T, c'est le nombre de points. P égale, donc le signal porte, donc entre 1 et n sur 4, c'est 0. Entre n sur 4 plus 1 et 3n sur 4 égale à 1. Et entre 3n sur 4 plus 1 et n égale à 0. Donc ça, c'est une simulation ou une génération d'un signal porte. Les fréquences discrètes, c'est entre moins FE sur 2 et FE sur 2, moins FE sur n, avec un pas FE sur n. Alors, on passe à la transformée de Fourier, FFT shift, FFT P sur n. Donc, TFD centré. Et on prend le module. Dans le cadran 1, on trace P en bleu. Impulsion porte, temps. Alors, on va afficher entre deux points, min, max, n sur 2 moins 20, n sur 2 plus 19. On trace dans le deuxième cadran le spectre entre les fréquences min, max en bleu, pour ne pas tracer tout le spectre. Pourquoi? Parce que le spectre s'étale de moins l'infini à l'infini. Donc on est obligé de limiter les fréquences. Module du spectre. Fréquence en Hertz. Exécution, prog 8. Voilà l'impulsion porte. Donc il est égal à 1 entre moins 0,5 et 0,5 et nul ailleurs. Voilà le spectre. Donc il est normalement, en théorie, il est égal à 1 pour 0. Donc ça vous rappelle quelque chose. En fait, c'est le sinus cardinal de f. Sinus pi f sur pi f. Donc on voit bien qu'il est nul pour 1, 2, 3, 4, 5, etc. Hertz. Donc pour les fréquences entières. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et il est pair. Programme 9, limite de l'analyse par transformée de Fourier discrète. Générer la somme de deux sinusoïdes de fréquences voisines, calculer et afficher le module de son spectre pour plusieurs nombres d'échantillons et fréquences d'échantillonnage. Alors, prog 9, on va créer une fonction TFD. On va lui donner comme paramètre le nombre de points et la fréquence d'échantillonnage. F1 égale 200 est la fréquence de la première sinusoïde. DF égale 10, c'est le décalage avec la deuxième sinusoïde. Donc F2 égale F1 plus DF, fréquence de la seconde sinusoïde. TE égale 1 sur F1, période d'échantillonnage. Le temps discret, de 0 jusqu'à n-1 T1.
Et on fait la somme x égale sinus de pi f1t plus sinus de pi f2t, le signal somme. Et on va voir est-ce qu'avec Fourier, on peut distinguer ces deux fréquences, ou bien essayer de voir qu'effectivement on a deux fréquences différentes. Donc on va tester le pouvoir séparateur de la TFD. Alors l'axe des fréquences discrètes, là on va de 0 Hz jusqu'à Fe sur 2 moins Fe sur n uniquement, fréquence positive. Et là effectivement on a grand N sur 2 fréquences, et non pas grand N, puisque la TFD, en module, est paire. Alors x égale abs FFT de x, module, et on trace dans le cadran 1 le signal en indiquant la valeur de F1 et F2. Et on trace dans le cadran 2 le spectre. D'accord? On met grand X de 1 jusqu'à N sur 2. Parce que grand X comporte grand N échantillons. TFD m'indique FE égale et grand N égale. Donc je mets end, donc ça c'est la fonction que je vais exécuter plusieurs fois en choisissant la valeur de grand N et F. Exécution. Donc par exemple, TFD 1024 3000. Somme de sinus pour F1 égale 200, F2 égale 210. La TFD, si je prends N égale 1024 et FE égale 3000. Donc vous voyez, je distingue à peine deux pics. Alors, la différence entre deux fréquences voisines discrètes, c'est Fe sur N égale 2,93. Normalement, il est inférieur à 10. Donc, normalement, je dois discerner les deux pics. Alors, exécution TFD, je prends 4096, 10 000, Fe égale 10 000. Et je zoome. Donc, vous voyez qu'il y a deux pics. Ok, alors, Fe sur N égale 2,44. La résolution elle est inférieure à 10. Donc, normalement, on doit distinguer les deux pics, mais il faut zoomer. Exécution TFD 256 et 500. Donc, N égale 256 points. Fe égale 500. Là, on voit deux pics qui sont nets. Fe sur N égale 1,95, inférieur à 10. Donc en fait, ça dépend du rapport Fe sur grand N. TFD de 2048 3000. Donc 2048 points. Fe 3000 Hz. Voilà. Il faut zoomer pour discerner les deux pics. Fe sur N égale 1,46. Programme 10. Corrélation entre deux signaux à énergie finie. Générer la corrélation entre une exponentielle décroissante et une porte. Donc ce sont deux signaux à énergie finie. Ça veut dire l'intégrale de module carré égale un nombre fini. Générer la corrélation entre deux portes décalées. Prog 10. Alors on prend un pas d'échantillonnage
très faible parce que ce sont des signaux qui ont des spectres très larges. Donc on ne peut pas respecter le théorème d'échantillonnage. Il n'y a pas de f max. Le nombre de points de 100 000, t égale 0 jusqu'à n-1 te. Exemple 1, une exponentielle décroissante et un signal porte. Donc x égale exponentielle moins 20t. Signal porte, y égale once de 1 jusqu'à n sur 2 et 0 de 1 jusqu'à n sur 2. Donc la fonction qui réalise la corrélation, l'intercorrélation, c'est x-core. Donc z égale x-core entre x et y. Et on trace dans le premier cadran en noir x, donc l'exponentielle. Cadran 2, on trace la porte en magenta. Troisième cadran, on trace le résultat en rouge. Donc là, on va de 0 jusqu'à 2n-1 fois TE. Pourquoi? Parce que le nombre de points d'une corrélation est à peu près le double du nombre de points de chaque signal. Donc si un signal possède n points et un autre signal n' points, la corrélation, c'est la somme n plus n' à peu près plus 1. Exemple 2, deux portes décalées, x égale once 1 sur n, 1 n sur 2, 0, 1, n sur 2, porte, et puis on décale la porte. On met 0 de 1 jusqu'à n sur 4, once de 1 jusqu'à n sur 2 et 0 de 1 jusqu'à n sur 4. Donc on l'a décalé de n sur 4 points. Et on réalise la corrélation. Quatrième cadran, on trace en bleu la première porte. Cinquième cadran, on trace en magenta la porte décalée. Sixième cadran, on trace le résultat de la corrélation. Voilà. Nous voyons donc exponentielle décroissante et porte. Voilà le signal corrélation entre les deux. Donc ça ressemble à dents de scie, charge décharge d'un condensateur, corrélation entre deux portes décalées. On trouve un triangle. Donc il faut retenir ça. La corrélation entre deux portes décalées est un triangle. Donc ça veut dire que la transformée de Fourier d'un triangle, c'est le carré de la transformée de Fourier d'une porte. Une porte a pour transformer sinus cardinal, donc un triangle a pour transformer un sinus cardinal au carré. Programme 11, donc dernier programme, filtrage d'une sinusoïde bruitée. Générer une sinusoïde bruitée, filtrer le signal par une moyenne mobile. Ça veut dire, on va prendre une fenêtre qui se déplace et on prend la moyenne des échantillons voisins de l'entrée du filtre. Alors, on efface tout. Clear figure.
n égale 512, FE égale 200, TE égale 1 sur FE. L'axe du temps, donc T égale 0, 2 points, TE jusqu'à TE fois n-1. On peut mettre ça sous forme d'un produit. TE fois le vecteur 0 jusqu'à n-1. Alors, puissance du bruit, S égale 0,3. Donc c'est l'écart type. STD, Standard Deviation of the Noise, égale 0,3. F0 égale 10, c'est la fréquence de la sinusoïde. Alors x0, c'est sinus de pi f0t, le signal original. Le bruit B, donc c'est S fois rand n, un n. Rand n, ça veut dire bruit gaussien ou bien bruit normal. Rand, ça veut dire random, aléatoire. N veut dire normal, gaussien. Centré, d'écart type sigma, donc de puissance sigma carré, c'est-à-dire S carré. Un N veut dire le vecteur ligne. Et on rajoute ce bruit à la sinusoïde. Donc on rajoute le bruit à la sinusoïde, x égale x0 plus b. Alors, initialisation de la sortie du filtre moyenneur. Y1 égale x1, y2 égale x2. Pour i égale 3 jusqu'à n, on prend la moyenne des deux derniers échantillons et l'échantillon qui se présente à l'entrée du filtre. Donc yi égale xi-2 plus xi-1 plus xi divisé par 3. Donc là, c'est erreur de frappe, parce que j'avais avant choisi xi-3 aussi. Donc yi égale xi-2 plus xi-1 plus xi divisé par 3. La moyenne des trois échantillons. C'est le filtre moyenneur. Donc on peut écrire yi égale la somme des xi moins k jusqu'à grand M, et on divise par M. Une moyenne sur grand M échantillon. Alors on trace dans le premier cadran en noir sinus. Deuxième cadran en bleu le sinus bruité. Troisième cadran la sortie du filtre en rouge. Alors la fréquence discrète, donc c'est entre moins FE sur 2 jusqu'à FE sur 2 moins FE sur n. On prend la FFT originale, spectre original. On prend la FFT du signal bruité, spectre bruité. Et on prend la FFT de la sortie du filtre. La réponse du filtre ainsi conçu, ou bien moyenneur, normalement c'est transformé de Fourier de la sortie divisé par transformé de Fourier de l'entrée. Donc c'est y divisé par x. Lorsqu'on divise deux vecteurs terme par terme, il faut mettre point. Donc y point slash x. Ça veut dire y1 sur x1, y2 sur x2, etc. Donc c'est une écriture matricielle. Alors smooth data, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a lissé le résultat. Donc s'il y a des zigzags dans la courbe y sur x, smooth data va les lisser ou bien les polisser. Subplot, donc quatrième cadran, on trace le spectre original centré. Cinquième cadran, on trace le spectre de sortie centré. Dernier cadran, on trace le module de la réponse fréquentielle des filtres centrés.
on doit s'attendre à un filtre passe-bas. Parce qu'un moyenneur, c'est un filtre passe-bas. Exécution prog 11. Alors le sinus, l'entrée du filtre. On rajoute du bruit. Gaussien normal de variance S carré, ou bien d'écart type S. Le sinus bruité, il a cette forme, donc il y a des zigzags. Réponse du filtre, donc c'est ça, hein, module de grand H. Donc c'est un passe-bas. Le résultat, donc spectre de sortie, on voit bien deux pics. Donc là, on est déjà sûr que le signal filtré est une sinusoïde. La forme du signal de sortie, donc en rouge, donc vous voyez, l'amplitude n'est pas bonne, mais les variations dans le temps indiquent que c'est une sinusoïde. Donc c'est le spectre qui indique le résultat exact ou bien l'information sur le signal qui est bruité. Par contre, la variation temporelle de la sortie donne une information. Il y a un signal qui est périodique, mais est-ce que c'est sinus, cosinus ou autre? Donc il faut absolument afficher le spectre de sortie pour s'assurer que effectivement c'est une sinusoïde bruitée. Je vous remercie, donc à la prochaine.